J'ai vu dans le midi de la France des plantations de blé dur entre des rangées de noyers, la moissonneuse batteuse passe entre les rangées de noyers, et évidemment le noyer débourre, c'est-à-dire il développe ses feuilles, le blé dur est déjà à l'état. Enfin, il y a une agriculture savante qui se prépare. Techniquement, je suis hyper optimiste. Oui, l'agroforesterie est sans doute une solution d'avenir. Mais ça tombe bien, parce que quand vous aurez mis des haies, ça servira de brise-vent. Et j'ai oublié de vous dire, la plante, pour qu'elle continue de transpirer, pour qu'elle continue de faire la photosynthèse et avoir des échanges gazeux, il faut la protéger des vents desséchants. Vous allez donc mettre des haies. Mais ça tombe bien, parce que quand on met des haies, on met des coccinelles. Et quand il y a des coccinelles, il y a moins de pucerons. Et quand il n'y a pas de pucerons, ben vous ne mettez plus de pesticides. Puis ça tombe bien, parce que la petite bande enherbée en bas de la parcelle, de la haie, il y a des scarabées. Et quand il y a des scarabées, il y a moins de limaces. Et quand il y a moins de limaces, vous mettez moins de pesticides. Oui, l'avenir est à une agriculture intensément écologique. Vous avez vu que j'ai évité le mot écologiquement intensif parce que c'est devenu une marque déposée d'une association. Et donc, moi, je ne l'utilise pas. Mais le concept qu'une agriculture qui fasse un usage intensif des ressources naturelles renouvelables ou pléthoriques, celles qui ne nous coûtent rien, et qui nous sera au contraire très économe en énergie fossile importée ou en soja venu de l'exotisme américain et transgénique de surcroît, faire un usage intensif de ressources qui ne nous coûtent rien, je vais même vous dire, faire un usage intensif des agriculteurs et de l'emploi, une agriculture qui serait intensive en emploi, qui permettrait éventuellement d'enrayer l'exode rural, d'installer des jeunes agriculteurs, d'éviter que le fils ou la fille de l'exploitant aille rejoindre, même si ce fils et cette fille d'agriculteur qui ne reprend pas les terres, même si ce fils et cette fille trouvent un emploi, elle prend un emploi de quelqu'un d'autre dans un pays où il y a 10% de chômage. Il faut une agriculture intensive en emploi. Ce n'est pas le mot intensif qui est en soi dangereux. Il faut parler de quoi on parle. Mais moi, je suis effectivement pour une agriculture qui serait capable de produire pas mal à l'hectare en faisant le meilleur usage de ses ressources naturelles. Moi, je l'appelle effectivement agroécologie, une agriculture inspirée de l'agroécologie. Je considère qu'aujourd'hui, l'agriculture qui ressemble le plus à ce que je vous raconte, c'est quand même celle qui répond au cahier des charges de l'agriculture biologique. C'est comme ça. C'est qu'un jour, il faudra revoir le cahier de l'agriculture biologique à la hausse. Mais c'est quand même elle, aujourd'hui, qui a au moins le mérite de stabiliser et de permettre effectivement d'avoir un prix plus rémunérateur. Parce que si cette agriculture, il y a plus d'emplois, elle est plus artisanale, elle est plus soignée, et qu'il y a plus de travail à rémunérer, ben, il va falloir quand même que le prix du produit soit un peu plus cher. On pourra après en diminuer le prix. On pourra en diminuer le prix le jour où les circuits de collecte auront une taille critique. Si vous arrivez à faire des AMAP avec la restauration collective, où vous auriez des volumes, où en proximité les gens produiraient bio pour la restauration collective, et avec l'assurance d'un marché stable et rémunérateur. Alors si vous ne voulez pas que ce soit les impôts locaux qui vous payent ça, bah écoutez, on va demander à la PAC de payer. Hein. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi les subventions de la PAC ne serviraient pas? Parce que ça revient aux agriculteurs, évidemment, ça ne leur échappera pas. Mais cette fois, ce ne sera pas par la mendicité les subventions, par les prix des agriculteurs, droit dans leurs bottes, payés, bien rémunérés, pour une agriculture de terroir, une agriculture de saison, une agriculture locale, une agriculture bio. La restauration collective leur paye à un bon prix, et pourtant, l'usager, les parents d'élèves, les usagers de la cantine, d'entreprise, n'auraient pas à débourser plus, parce que c'est les subventions de la PAC qui permettraient à la restauration collective d'acheter plus cher le produit. Ils ne paieraient pas plus en termes d'impôts, c'est des impôts que nous payons déjà. Et des agriculteurs, droit dans leurs bottes, qui n'avaient jamais d'ailleurs demandé la mendicité, fiers de leurs produits, seraient incités, grâce à ce bonus, à convertir l'agriculture vers quelque chose qui ressemblerait étrangement à celle que je prône, tout le contraire de ce vers quoi on s'en va, le mur. Eh bien, écoutez, moi ce que je vous propose, il y a 9,5 milliards d'euros, on a encore 6 mois pour réformer cette PAC, je vous dis tout de suite, c'est mal barré. Le document de la Commission, pour lequel vous ne pouvez, enfin, que les députés européens ne peuvent plus présenter que des amendements, c'est-à-dire la copie initiale sur laquelle on propose des amendements, évidemment, c'est peut-être mal barré. Ça veut dire qu'on a peut-être perdu un combat l'an dernier, malgré tous les efforts qu'on a déployés. Évidemment, on ne pourra les déployer que si les syndicats sont nombreux, forts, à défendre une agriculture de ce type, ne se trompent pas là-dessus, et des solutions politiques fermes. Mais oui, il faudrait aujourd'hui que les subventions du premier pilier de la PAC, 9,5 milliards d'euros par an, qui sur les 500 000 exploitations françaises vont à peu près à 300 000 agriculteurs, et de façon très inégale, ça a été dit tout à l'heure, retrouvent un caractère incitatif à faire une agriculture de grande qualité sanitaire, grande qualité environnementale. 9,5 milliards d'euros, pour ceux, il y en a ici qui ont connu Haïti, c'est le plan de reconstruction d'Haïti pour 10 ans pour 8 millions d'habitants. Et c'est ce que perçoivent les 300 000 agriculteurs français tous les ans. Je peux vous assurer que si on redonnait ce caractère incitatif à ces subventions
et recoupler vers la production, mais cette fois-ci pas la production de surproduits standards, de poulets doux qu'on n'arrive pas à exporter. Mais vous croyez vraiment que c'est de l'intérêt de la France de produire des poulets bas de gamme avec du maïs et du soja brésilien pour l'exporter vers l'Arabie Saoudite? Vous ne pensez pas que le Brésil ne serait pas plus compétitif? Et vous ne vous interrogez pas pourquoi en France on importe 40% de poulets? Vous voulez vraiment qu'en France on produise de la poudre de lait pour abreuver la Chine? Les Chinois commencent à boire du lait en concurrence avec la Nouvelle-Zélande qui est tout près de la Chine. En Nouvelle-Zélande, il n'y a quasiment pas d'hiver, il n'y a même pas à faire des réserves de foin et d'ensilage. Les bâtiments, il n'y a pas besoin de mettre les animaux sous l'abri comme chez nous. Ben, vous croyez qu'un seul instant, ces produits tout venant, la poudre de lait, le poulet bas de gamme, vous voulez que je vous parle? Ça, c'est pas votre région, c'est plutôt mon pays de Caux, les blés à peine panifiables qu'on exporte vers l'Algérie ou vers l'Égypte. Quand je dis, mais il faut cesser de faire ça, j'ai mis même juger, on va perdre des parts de marché, c'est l'Ukraine qui va s'en emparer, mais c'est si grave, franchement, c'est si grave. Si les Algériens mangent un blé ukrainien plutôt que français, et si nous, au lieu de faire sur les terres du blé à peine panifiable, on faisait des protéines et on importerait moins de soja, moins de gaz naturel, mais attendez, on en serait plus riches, les Algériens aussi, les Ukrainiens, tout le monde serait gagnant. Enfin, je veux dire, il faut quand même qu'on arrête à vouloir à tout prix subventionner de façon directe des agriculteurs qui, certes, parce qu'ils voulaient amortir le matériel, se sont spécialisés vers ces questions bas de gamme, en croyant que c'était l'agriculture à grande échelle, les avantages comparatifs de la France, mais les avantages comparatifs de la France, c'est les produits de terroir, c'est l'agriculture bio, c'est celle de qualité. C'est ça qui fait la valeur des produits, la valeur ajoutée. C'est même la transformation fermière. Mais il ne faut quand même pas qu'on se trompe. Et on créera des emplois. Et on luttera contre le chômage. Alors écoutez, voilà, je crois que j'ai déjà été trop long, mais j'ai juste envie de vous dire que je suis techniquement très optimiste. C'est parfaitement possible. C'est vrai que chez nous, l'agriculture bio, dans un premier temps, se traduit par de moindres rendements. Mais dans les pays du Sud, l'agriculture bio se traduit d'emblée chez ceux qui sont à 1 tonne hectare. On peut tout de suite accroître les rendements. Il n'y a pas cette... D'abord parce que certains sont déjà du bio sans le dire, ils sont comme M. Jourdain avec la prose, parce que tout ça, ils n'ont jamais eu accès aux intrants. Mais là, on peut considérablement, grâce aux solutions que je vous ai indiquées tout à l'heure, passer de 1 tonne à 2 tonnes 5, mais avant même 2050. C'est-à-dire plus vite que l'accroissement démographique. On permettra à ces gens-là de s'enrichir par eux-mêmes, d'épargner, à la condition qu'ils aient le droit, eux, de reconquérir la souveraineté alimentaire, de mettre des droits de douane à l'importation de nos excédents de produits tout venant, hein, qu'ils se protègent, comme nous, l'Europe, on s'est protégé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on leur donne ce droit-là. Et nous, plutôt que de vouloir à tout prix exporter les produits bas de gamme, reconquérons notre autonomie protéique. Ça a été dit tout à l'heure 1000 fois par les syndicats et les associations. Il faut impérativement... De plus, ça tombe bien, le jour où vous aurez des luzernes, le jour où vous aurez du sainfoin, mais vous retrouverez des abeilles. Les abeilles, elles sont attaquées peut-être par le creusaire, elles sont peut-être attaquées par le frelon asiatique, elles sont peut-être attaquées par le varroa. Mais si elles ne trouvent plus le nectar et le pollen dans la diversité de l'environnement, évidemment, ces 3 facteurs interviennent sur des abeilles déjà affaiblies. Mais attendez, c'est en recréant une biodiversité culturelle, des grandes variétés qui mériteront le nom de variétés, parce que ce sera varié désormais. Parce que les variétés améliorées, c'est si peu varié que ça ne mérite même pas le nom de variété. Enfin, il nous faut revenir à des choses savantes et raisonnables. Et après, je vous raconterai éventuellement, mais on n'a plus le temps, les champignons mycorhiziens, comment ils arrivent à assimiler du phosphore qui était coincé entre les feuillets d'argile, comment avec des lâchers de trichogramme, on arrive à lutter contre la pyrale de maïs, et c'est vraiment pas la peine de mettre le gène BT dans le maïs. C'est comment l'agriculture biologique moderne de demain, celle-là, elle est capable effectivement de neutraliser les ravageurs sans les éradiquer, sans voir des contournements, sans voir des résistants qui vont proliférer, enfin, parce qu'on aura tout détruit autour. Je veux dire. Non, non, techniquement, je suis optimiste. Juste une question, s'il vous plaît. Ne me demandez pas si politiquement je le suis tout le temps, ou alors je vous répondrai. Je n'attends pas de savoir si je suis politiquement optimiste pour commencer à me mobiliser. Merci. Est-ce que les paysans sont prêts à jouer le jeu? Comment peuvent être accueillies ces propositions dans le monde agricole? Voilà. Comme je disais tout à l'heure, je suis en bio, ça me fait plaisir, j'ai planté en 5 ans 1,7 km de haies sur l'Igueil. C'est pas encore une référence, mais enfin, j'ai 2 voisins qui s'y sont mis depuis. Il faut toujours amorcer la machine. Et, vous savez, il y a des choses qui sont tabous, qu'on ne peut pas aborder dans l'agriculture. Notamment, il y a un dossier, malheureusement, qui n'est pas tellement intéressant, mais souvent je dis,
les produits phytosanitaires, le premier pollué, c'est le paysan. Et ça, on ne le dit pas assez souvent. Et souvent, je m'adresse à des paysans en leur disant, est-ce que vraiment vous voulez prendre ce risque-là? Est-ce que ça vaut le coup? Alors quand vous voyez que des analyses ou des recherches sont financées par des boîtes phyto au niveau de la MSA d'Indre-et-Loire, c'est un peu lamentable. Et j'ai demandé au président de la MSA si on n'avait pas suffisamment d'argent quand même pour faire une petite étude là-dessus, parce qu'il doit bien y avoir un petit peu de gaspillage là-bas. Donc on n'a jamais eu de résultat véritablement concret sur l'impact sur la vie des paysans et de leurs familles. Il faut peut-être commencer par là si on veut sensibiliser les agriculteurs déjà. Alors c'est bien parce que je note qu'on ne met pas les paysans à l'index. La révolution, si on peut dire, elle ne se fera pas sans eux. Il ne faut pas, certes, il y a un moment difficile à passer, il faut aussi supporter en se disant, eh bien, quand est-ce que ça va changer? Et ça ne va pas changer du tout au tout, parce qu'on a installé un système, pardonnez-moi, depuis 30, 40, 50 ans, et on ne va pas revenir d'un seul coup. C'est comme ça. Il faut aussi, j'étais content aussi d'entendre parler de Vesse, parce que je suis producteur de Vesse, de lentilles, de luzerne, d'épeautres aussi, de petites épeautres, enfin, j'essaye d'avoir une diversité, parce que, en plus, ça me rapporte, parce que j'ai besoin d'un assolement. Ce que souvent, j'avais oublié avant, parce qu'avant, j'étais en conventionnel pendant 15 ans, quand même. Donc, je faisais blé colza. Un peu de tournesol, des fois, quand je ratais des colzas, mais c'est tout. Et puis, j'ai à peu près une dizaine d'espèces différentes. J'ai découvert, c'est très intéressant. Mais des fois, on prend des très gros risques dans l'agriculture biologique. Parce que des fois, excusez-moi, on se plante. Ça arrive. On n'a pas toujours les moyens. On ne sait pas très bien comment faire. Et alors là, il faut vraiment qu'on mette en place des programmes pour que les agriculteurs suivent et puis qu'ils aient aussi des rendements à peu près constants. C'est normal. On ne va pas se dire, on va se planter régulièrement. Cette année, dans la région, je pense que, puis il y a des agriculteurs dans la salle qui vont savoir de quoi je parle, on a essuyé aussi des plâtres. Parce qu'on n'a plus de variété dont vous parliez tout à l'heure. C'est fini. Comment on peut les retrouver? Est-ce qu'on va retrouver chacun dans nos exploitations des variétés? Ça va être très long et peut-être qu'on n'arrivera pas au bout. Donc il faudra avoir besoin aussi de l'INRA, qui travaille peut-être différemment, mais il faudrait essayer d'arrêter de détricoter et de donner au secteur privé notre avenir. Il faut avoir le choix politique de se dire qu'est-ce que l'on cherche et où on va. C'est tout. Donc voilà, je dois être dans les cordes à peu près, mais je rappelle quand même, vous voyez, j'ai été élu président d'un syndicat où il y a des agriculteurs bio, il y en a pas mal d'ailleurs, j'en ai découvert depuis, beaucoup même qui ont des responsabilités au niveau national, mais j'ai été élu par eux. Donc visiblement, on ne regarde pas l'agriculture biologique maintenant d'une façon délirante. C'est pas doux rêveur. J'aime pas trop le marché j'aime pas trop quand on aborde la chose, on dit c'est un marché à couvrir. Ça se résume pas à ça. C'est aussi une façon de vivre, c'est aussi une façon de produire. Et puis, c'est satisfaire aussi des gens qui demandent à acheter des produits. C'est aussi les respecter. Donc il faut bien qu'il y ait un cahier des charges. Et je pense qu'en France, on a un cahier des charges qui est quand même assez contraignant. Assez contraignant. Là où on se bat, et au niveau du syndicat, on est quand même assez investi là-dedans, protéger les AOC, parce que c'était quand même un outil formidable, les AOC. Aujourd'hui, on voudrait que ce soit complètement démantibulé. Ça a 100 ans, ça a super bien marché. Si on connaît le Bordeaux dans tout le monde, ou le Bourgogne, c'est parce qu'il y a eu des AOC, tenu compte des sols, du climat, des variétés et du travail. Pourquoi on est venu à faire des produits industriels, peut-être pour Sophie Protéol, je sais pas, on peut les citer ce soir quand même, pour faire des produits standards. On a peut-être, c'est vrai, pas besoin de ça. Mais aujourd'hui, du blé, souvent, heureusement en bio un peu moins, on demande des protéines dans le blé. Alors c'est le seul critère, combien vous avez de protéines. Et sinon, on fait des réfractions. Bon. Plus on se rapproche d'un meunier, plus on se rend compte que la protéine,
eh ben, ils s'en foutent. Parce qu'on fait du pain avec du blé sans trop de protéines. Mais il y a suffisamment de problèmes de gluten après. Je ne sais pas s'il y a une corrélation, mais visiblement il y a des recherches qui tentent à le prouver. Donc, ça ne va pas. Il faut demander, vous avez le droit d'être exigeant pour les agriculteurs, de changer les choses, mais sachez bien identifier. Et il faut mettre après les moyens. Voilà. Je ne peux pas non plus entendre dire que l'agriculture est responsable de tout, parce que sinon je ne serais pas président d'un syndicat agricole quand même. Voilà. Je me serais trompé. C'est un peu normal. Alors le camp de Gaulois des Confédérés, comment on accueille ces propositions de Marc Dufumier? Par rapport aux propositions de Marc Dufumier, moi je pense qu'à la Confédération paysanne, ce qu'on veut soutenir, c'est le côté humain. Comment on va retravailler à la dignité des agriculteurs et comment chacun va se sentir inclus à l'œuvre qu'on a à faire. Aujourd'hui, ce qu'on demanderait plus, c'est d'avoir des objectifs plus